Nous allons tout de suite passer, avec un peu de retard, que nous allons essayer de rattraper, sur la première des sessions, qui va être présentée par Vianney, le directeur scientifique de la FERDI, et avec sur le thème des financements innovants. Y a-t-il place encore pour innover, avec un panel qui va se placer tout de suite ici, et une audition d'un témoignage de Jean-Pierre Landau, qui a été l'auteur du rapport Landau il y a 20 ans très exactement, sur les financements innovants, et qui dira son point de vue sur la place qu'il y a pour innover encore, s'il y en a une. Voilà. Vianney, à toi, et on passe tout de suite là. Merci. Merci Patrick. Oui, passons peut-être tout de suite la vidéo de Jean-Pierre Landau. Je remercie beaucoup la FERDI de son invitation, et je suis tout à fait désolé de ne pas pouvoir participer en personne à cette conférence, ce colloque qui s'annonce de manière extraordinairement intéressante. On m'a demandé de parler un peu de la situation concernant les financements innovants pour le développement. Et c'est effectivement un bon moment pour réentamer une réflexion sur ce sujet. Il y a 20 ans déjà que le président Chirac m'a fait l'honneur de me demander de rédiger un rapport sur les contributions financières internationales, rapport qui a été médité et discuté au sein d'un groupe de travail très élargi, comprenant des représentants de tous les milieux socio-économiques, ONG, et rapport qui a été aussi, dans sa version tout à fait finale, concerté avec un très grand pays, le Brésil, qui a, dans le même moment, publié un rapport tout à fait similaire. Il y avait donc une convergence de vues, et c'est assez important, entre la France et un très très grand pays émergent à l'époque. Alors, les progrès depuis, au cours de ces 20 dernières années, ont été en toute honnêteté, en toute franchise, assez modestes. Et peut-être beaucoup d'entre vous se demandent si ce thème des financements innovants et si la question de la taxation internationale est toujours d'actualité. Et c'est à cette question que je voudrais répondre. Je pense que le sujet doit être toujours poursuivi activement, tout en mesurant, bien sûr, ses très grandes difficultés. On n'a peut-être pas assez réalisé à quel point la question des financements innovants, et plus particulièrement de la taxation internationale, est disruptive. Elle est disruptive pour l'ordre institutionnel mondial, elle est disruptive pour la manière d'aborder les problèmes de financement du développement, et donc elle nécessite beaucoup de persuasion, d'explication. Elle est disruptive parce qu'elle met en cause trois principes fondamentaux de la coopération économique internationale. Le premier, c'est le principe de territorialité. En principe, l'impôt ne s'applique que sur le territoire d'une nation bien définie. Le second, c'est le principe de représentation. L'impôt est décidé démocratiquement par des parlements et par des instances représentatives. Et le troisième, c'est le principe de non-allocation des ressources à des emplois. Et en général, les taxes qui sont votées par les parlements et par les organes représentatifs des nations sont toujours, la plupart du temps, affectées au financement des budgets généraux. Donc une taxe internationale pour le développement levée dans un cadre international, elle s'inscrit un tout petit peu en décalage par rapport à ces trois principes. Et c'est pour ça que y parvenir est extraordinairement difficile, parce qu'il faut convaincre une masse suffisante de pays de déroger exceptionnellement à ce qui sont vraiment des principes fondamentaux de la vie internationale, des règles d'organisation de la vie internationale, et d'y déroger pour de bons motifs, des motifs de développement. C'est techniquement faisable. C'est techniquement faisable. On peut imaginer des traités internationaux qui organisent une forme de fiscalité où chaque État contribue de manière automatique à des emplois bien définis. C'est ce qui se passe actuellement en matière de ressources propres pour l'Union européenne. Donc, ça n'est pas un problème technique, ça n'est pas un problème juridique, ça n'est même pas un problème économique, c'est un problème d'acceptation d'une nouvelle forme de coopération internationale. Et ça se révèle très, très difficile. Ça se révèle très, très difficile.
beaucoup de pays sont prêts à transiger un petit peu avec le principe de territorialité de l'impôt parce qu'il existe par nature des bases imposables qui échappent à toute juridiction nationale. Et donc beaucoup de pays peuvent trouver intérêt à s'unir pour frapper le kérosène dans les vols internationaux, le shipping dans les eaux internationales, et en tirer des recettes qui échappent à l'action d'un pays en particulier. Mais ces mêmes pays vont vouloir, la plupart du temps, conserver ces recettes pour leur propre financement et leurs propres besoins. Donc les persuader d'affecter automatiquement de telles recettes à des objectifs de développement est quelque chose qui se révèle extraordinairement compliqué. Je crois qu'il est important de mesurer la nature des défis et la nature des questions qu'il faut résoudre. Beaucoup d'entre nous, je l'ai constaté encore récemment au cours des missions récentes que j'ai pu effectuer, pensent qu'il suffit d'identifier une base, de définir un taux et de faire la multiplication pour obtenir une ressource internationale immédiate et pour marcher. J'ai entendu de la part de collègues très éminents, mais il y a des milliers de pages qui ont été faites sur la taxe sur les transactions financières internationales, il ne reste plus qu'à les appliquer. Ce ne sont effectivement pas les études économiques qui manquent, ce ne sont pas les arguments et ce ne sont pas les explorations techniques qui manquent. Ce qui manque, c'est la capacité à agir conjointement pour dégager pour le développement une ressource automatique et pérenne. Et donc, beaucoup des travaux et des réflexions qui sont faites s'orientent vers, encore une fois, l'examen des différentes possibilités de taxation internationale. Ceci a été fait très, très largement au cours des 20 dernières années. Toutes les options techniques sont connues. Je pense que la voie du progrès maintenant, c'est d'identifier très précisément, de manière consensuelle et coopérative, les utilisations que l'on va en faire. Et pour ça, il faut se demander quels sont les types de besoins qui répondent à une telle ressource. Pourquoi a-t-on besoin de telle ressource, plus particulièrement dans la phase actuelle de l'aide au développement? Et là, je pense qu'il y a deux voies possibles. La première, qui est à mon avis relativement tentante, mais qui a peu de chances de succès, qui consiste à dire nous manquons de ressources en volume, les budgets d'aide au développement sont limités, et par conséquent, il faut lever de nouvelles ressources à travers la taxation internationale. Et ça, c'est un peu tourné autour du problème de fond, parce que si nous manquons de ressources, c'est parce que les contribuables des pays contributeurs ne veulent pas en donner plus. Et donc, s'imaginer qu'on va les persuader indirectement par une sorte d'espèce de myopie à travers de nouvelles taxes internationales qu'ils pourront contribuer plus, c'est probablement faire peu de cas de leur lucidité, du caractère démocratique de leur représentation et de leur capacité à analyser les problèmes. Donc cette idée qu'on peut, avec la taxation internationale, dépasser les réticences qui peuvent exister dans un certain nombre de pays donateurs à augmenter le développement, elle est séduisante, elle est généreuse, elle est probablement irréaliste. Et je pense donc que l'argumentaire qu'on doit absolument développer dans la période qui vient, si l'on veut promouvoir les financements innovants, c'est celui non pas de la quantité et du volume, mais celui de la qualité des financements. Et je pense qu'une taxe internationale, si elle existe, et elle doit exister, doit avoir pour objet de fournir à des besoins spécifiques un financement récurrent, inconditionnel et gratuit. Voilà. C'est cela que vous donne une taxe internationale. Et même, il existe énormément de champs dans le champ du développement, de domaines dans le champ du développement, où le besoin d'une ressource qui soit inconditionnelle, récurrente et gratuite est très très fort. Et à partir de cette ressource, même si elle n'est pas très abondante, on peut commencer à faire de l'ingénierie financière et à monter des schémas qui permettent de mobiliser encore plus de ressources. Donc, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'adaptation, dans le domaine de l'humanitaire, dans le domaine de la lutte contre les catastrophes naturelles, je pense que c'est là qu'un tel type de ressources doit pouvoir trouver sa place. Donc, ce que je recommanderais dans la période qui vient, c'est moins de continuer à explorer des assiettes et des taux, parce que ça, c'est déjà bien développé. C'est d'identifier les endroits, et il y en a beaucoup,
où une action coordonnée, coopérative, permet de dégager des ressources qui, encore une fois, répondent à ces trois critères de récurrence, d'inconditionnalité et de gratuité. Et sur cette base, de monter des schémas sur lesquels on peut exercer un effet de levier, soit sur d'autres fonds publics, soit sur d'autres fonds privés. L'exemple que je donne toujours, c'est celui de la coopération dans l'océan Indien sur le tsunami. Vous savez qu'après le tsunami des années 2011-2010, on a découvert qu'il n'y avait pas de système d'alerte. Et aujourd'hui, on a un système d'alerte qui a coûté très peu cher à installer, qui est financé par des cotisations très proches du type de taxation auquel on pense, qui couvre un réseau de 20 ou 25 pays et grâce auquel on va pouvoir éviter, je l'espère, des drames humains, économiques et naturels du type de ceux que l'on a connus. Donc, dans le domaine, encore une fois, de l'humanitaire, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, on doit pouvoir concevoir des actions de ce type. Commencer par les besoins, les identifier, et on trouvera les ressources sur la base d'un esprit de coopération. Je vous remercie beaucoup. Donc le thème de cette première table ronde, ce premier panel, c'est mobiliser durablement, peut-on encore innover ? Alors mobiliser de manière innovante, on peut déjà commencer par lister ce qu'on entend généralement par ces termes. Il peut s'agir d'instruments fiscaux, les taxes internationales dont vient de parler Jean-Pierre Landau. Il peut s'agir d'instruments de finances vertes, les obligations vertes, les créances dette nature. Il peut également s'agir de divers mécanismes d'encouragement des contributions volontaires, que ce soit des contributions des États, des entreprises ou des individus. C'est difficile de pousser plus loin l'analyse sans préciser mobiliser pour financer quoi. Est-ce le développement ou l'adaptation des pays vulnérables? Est-ce les biens publics mondiaux, la biodiversité, le climat? Est-ce la santé publique mondiale? Cette dernière étant peut-être à l'intersection des deux premières catégories. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'une mobilisation réussie, elle doit traiter avec succès deux problèmes. Celui du passager clandestin, c'est-à-dire je préfère laisser les autres se mobiliser et me contenter de profiter des fruits de la mobilisation, et celui de la coordination des financeurs. Je suis prêt à mobiliser, mais à condition de ne pas être seul. Ces deux problèmes, ils sont évidemment liés à l'utilisation qui sera faite des contributions. Que financera-t-on avec l'argent mobilisé? Empêchera-t-on de nouvelles pandémies de démarrer? Limitera-t-on des flux migratoires futurs? Préservera-t-on la biodiversité, etc. L'innovation, maintenant, si elle est encore possible, peut concerner la catégorie d'acteurs à mobiliser, les outils d'ingénierie financière à utiliser, les mécanismes de gouvernance à mettre en place pour contrôler la mobilisation et l'utilisation des fonds, ou pour rendre compte des résultats de cette mobilisation. Et dans tous les cas, l'innovation à ces différents niveaux, on peut dire qu'elle va pouvoir s'appuyer sur les progrès récents des technologies numériques, blockchain, intelligence artificielle, etc. Alors la FERDI a beaucoup travaillé sur les instruments fiscaux et la mobilisation de ressources pour le développement et les biens publics mondiaux via la fiscalité internationale. Comme il a été rappelé tout à l'heure par William Ross lors du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, les sujets liés à la mise en place d'une taxe internationale sur le kérosène, sur le fuel du transport maritime ou sur les transactions financières ont été mises sur le devant de la scène. Elles étaient déjà détaillées en 2004 dans le rapport que Jean-Pierre Landau a remis au président Chirac. Alors pour les deux premières, la taxe kérosène et fuel maritime, elle se colore sans doute désormais un petit peu différemment, comparée à 2004, du fait de l'éclairage nouveau qui est porté à la décarbonation des économies et au potentiel double dividende qui est sous-jacent à ces taxes, à la fois apporter des ressources additionnelles pour financer l'adaptation au changement climatique, et également produire une incitation à modifier des habitudes de consommation et adopter un comportement qui soit moins émetteur de gaz à effet de serre. Alors dans une étude qu'on a publiée un petit peu avant le sommet et qui est coécrite avec Alou Dama, Audrey-Anne de Ubeda et Grégoire Rota-Graciosi,
On a estimé le potentiel fiscal d'une taxe internationale sur l'aviation civile. On l'a estimé à 18 milliards de dollars par an, soit environ 10% des montants annuels de l'aide publique au développement. Et on a mis également en évidence dans cette étude le fait que les principaux contributeurs, ce seraient les classes sociales aisées des pays riches. Actuellement, nous menons avec toujours Audrey Anne de Ubeda et Édouard Mien une étude similaire sur la taxation du carburant maritime. Alors, le potentiel fiscal semble un petit peu supérieur à celui d'une taxe sur l'aviation, mais la charge fiscale n'est absolument pas répartie de la même manière. Le transport maritime, c'est une consommation intermédiaire le long de chaînes de valeur. Et ce qui est nécessaire cette fois-ci, c'est de regarder l'effet d'une taxe sur l'ensemble des flux commerciaux internationaux. Et quand on mène cet exercice, en fait, on réalise que les pays les plus impactés, ce seront assez naturellement les petites îles en développement, les SIDS, ainsi que plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Donc laquelle de ces deux taxes est la plus juste, la plus acceptable? C'est des points qu'on souhaite mettre en lumière à travers ces travaux. Alors, une taxe internationale, c'est un concept un petit peu fourre-tout et surtout qui, je pense, fait abstraction des réelles possibilités de mise en œuvre. Évidemment, aucune instance n'a le pouvoir de décider et de mettre en œuvre une fiscalité mondiale. Et souvent, les taxes internationales, Jean-Pierre Landau l'a bien souligné, vont se glisser dans des interstices. C'est ce qui est à l'œuvre avec les deux taxes carbone sur les transports internationaux. Ces taxes carbone, les transports internationaux ne peuvent être a priori taxés par un État tout seul, sans risquer de déclencher des fiscalisations multiples qui sont dommageables pour tous. Et je crois que c'est aussi pour cette raison que une taxation internationale sur l'extraction des énergies fossiles est hautement irréaliste. Il me semble qu'aucun État n'acceptera de renoncer à cette fiscalité qui est facile à mettre en œuvre de manière souveraine. Sur ces questions de gouvernance, dans un article récemment publié dans la revue d'économie financière et coécrit avec Audrey Anne de Ubeda et Grégoire Rota-Graziosi, on a détaillé le fonctionnement de deux dispositifs de taxes affectées qui ont une ambition internationale, le Fonds de solidarité pour le développement, mis en place par la France, et les fonds internationaux d'indemnisation pour les pollutions liées aux hydrocarbures, les FIPOL, liés à l'Organisation maritime internationale. Et ce qu'on a essayé de documenter, c'est que ces deux dispositifs ont leurs atouts, mais aussi leurs limites. Un échec dans l'entraînement d'autres partenaires financeurs pour le FSD et des difficultés liées au contrôle des contributions et à la surveillance dans le cas des FIPOL. Donc en matière de gouvernance, comme on le sait, le diable se niche souvent dans les détails et il suffit malheureusement pas de décréter la mise en place d'une taxe internationale pour que cette dernière soit un succès. Donc je voudrais terminer cette présentation en soulignant l'importance, selon moi, de ne pas rester au niveau des principes. Concernant la mobilisation de ressources financières pour le développement et les biens publics mondiaux, ces principes sont bien connus, mais je crois qu'il faut vraiment rentrer dans les détails de mise en œuvre, des détails qui peuvent parfois paraître sans importance, mais qui peuvent vraiment faire la différence entre une politique qui réussit et une qui échoue. Donc pour terminer et ouvrir la table ronde, mobiliser durablement, peut-on encore innover? J'aimerais oser une reformulation et dire mobiliser durablement, comment peut-on bien innover? Et je passe la parole à Rabat Areski pour la table ronde. Je te remercie, Vianney. Mais pour rebondir sur ce que Jean-Pierre Landau et Vianney veulent dire, effectivement, pour cadrer un peu le débat qu'on va avoir, et j'espère que ce sera une table ronde très animée avec d'éminents experts que je vais pas présenter parce qu'on manque de temps. Je voudrais dire qu'il y a, pour moi, différentes dimensions sur lesquelles je pense il faudra essayer de trancher ou au moins essayer de se positionner. Donc il y a la dimension forcément du transfert international, la dimension domestique par opposition. Et à l'intérieur de cette dimension, il y a des sous-dimensions, que ce soit pour la taxation ou d'autres instruments, taxer plus le consommateur versus les entreprises, et bien sûr il y a des implications intergénérationnelles aussi importantes dépendant des instruments. Donc avec tout ça en tête, effectivement les grandes questions qui se posent, c'est taxer ou financer. Pourquoi ?
Et là, juste pour mettre les pieds dans le plat et animer, au sens premier du terme, cette table ronde, je voudrais vous faire part d'une petite discussion qu'on a eue autour d'un verre avec Jem de Mello hier soir sur une des explications pour lesquelles l'île Maurice a de belles routes. Et une des explications qui m'est venue au cours de mes lectures sur taxation et bâtissement des États ou capacité des États, l'explication était que finalement, historiquement, l'Empire britannique, ayant essayé de forcer la taxation des producteurs de sucre, s'est vu, comment dire, s'est vu dire par ces producteurs de canne à sucre qu'il n'y aurait pas de taxation sans représentation, et donc il fallait que si ils étaient taxés, que les routes soient en bon état. Et donc tout ça pour vous dire que finalement, effectivement, nouveaux instruments, pourquoi? Et n'oublions pas ces boucles intéressantes ou importantes de redevabilité qui viennent avec la taxation domestique. Voilà, avec cette remarque peut-être un peu provocante, je voudrais tout de suite passer la parole dans l'ordre dont les participants sont listés à Jem de Mello, peut-être pour lui demander de réagir à ce qu'il a entendu, en faisant peut-être très court. Ensuite, je passerai la parole aux autres participants, mais après tout de suite ouvrir pour un débat avec la salle, pour éviter qu'effectivement on soit dans quelque chose qui soit plus des monologues et vraiment que ce soit une table ronde très animée. Voilà, donc quelques minutes à toi. J'ai des réactions. Merci Rabat, merci à tous. C'est vraiment plus qu'un plaisir d'être ici parmi vous à nouveau. Depuis le Covid, je ne suis pas venu aussi fréquemment à Clermont que d'habitude. Mais je voudrais juste rappeler un mot sur les 10 ans. Et il y a eu un colloque aussi aux 10 ans. Et notre ami Olivier Cadeau, qui malheureusement n'est plus avec nous, était là. Et je me rappelle qu'on avait eu un panel ici même, assis tous ensemble, où on avait discuté de l'intégration régionale. Et c'était à l'époque où il y avait les deux conventions avec l'UEMOA et la CEMAC qui commençaient. Et l'idée qui était très bonne, certainement, est-ce qu'on peut développer un indice d'engagement? Excellente idée, parce que justement, les pays ont tellement de difficultés, quels qu'ils soient, à déléguer au niveau régional. Et pareil pour l'Europe et pour la taxation, pour toutes ces problèmes de répartition de la taxe. Et voilà, c'est un effort qui a été, je dirais, très utile, mais malheureusement, comme c'est souvent le cas, ça n'a pas été mis en œuvre, et ça, c'est un problème que l'on rencontre tout le temps. Alors, il y a d'autres problèmes, et ça, je reviens à un colloque qu'on avait organisé à Paris en 2010-2011, c'était sur le climat, et c'était juste à l'époque où l'Union européenne pensait mettre une taxe sur tous les vols qui arrivaient en provenance et au départ de l'Union européenne. Il y avait Scott Barrett qui était là, et tout de suite, il a dit « Mais this is a no-brainer, but a non-starter ». Le no-brainer, non-starter, le no-brainer, c'est une bonne idée, mais non-starter, c'est que ça ne passerait pas. Donc, je voulais juste rappeler que c'est quand même quelque chose qui nous hante dans ce problème de délégation. En fait, quand on pense maintenant à l'intégration régionale, on dit souvent, je vois dans les rapports à la banque, International Regional Integration and Cooperation. On ne dit plus is regional integration good, not good, whatever. C'est est-ce qu'il y a aussi la coopération? Et ça, ce problème de coopération, il était très important, il est devenu encore plus important. Alors, je veux parler 2 minutes, tu m'interromps, mais je me suis dit, bon, hier soir, j'allais essayer de connecter à l'Internet pour prendre quelques notes
sur le dernier livre de Stéphane Dercon, Gambling on Development. Et puis, je n'ai pas pu avoir accès. Donc, je ne vais pas parler de ça, mais je vais juste rappeler en 3 minutes un peu le parcours que j'ai eu, qu'il soit d'intérêt ou pas, sur l'aide, tel que je l'ai vécu, l'aide au développement. Mon premier job a été à USAID, qui est l'équivalent de l'AFD et de DFID. J'ai travaillé là pendant 3 ans. Et l'une de mes tâches, c'était de répondre aux lettres qui étaient envoyées aux députés sur est-ce qu'on doit fournir de l'aide au développement. C'est à l'époque avant les ordinateurs déjà. Donc il fallait répondre pour le député, le congressman, disant oui, pour chaque dollar qu'on donne, il y en a 95 qui reviennent chez nous. Donc c'était point final, point barre, c'était ce qu'il fallait dire pour justifier l'aide au développement. Alors, si on va de l'avant, après, bon, j'ai passé quand même une quinzaine d'années à la Banque mondiale. C'était l'époque des prêts d'ajustement structurel. Alors, les prêts d'ajustement structurel, beaucoup d'encre a été versée sur les prêts d'ajustement structurel. Hein? On a écrit plusieurs livres, et, dont l'un des derniers livres qu'on a publié en 90, on se grattait la tête pour essayer de trouver un titre qui évoquerait peut-être le lecteur. Et ce qu'on a finalement trouvé, c'est « Reforming Economies in Distress ». Et c'était l'idée que finalement on allait trouver par la Banque mondiale, peut-être par les prêts d'ajustement structurel, de changer, avec l'accord évidemment des pays, d'avoir de nouvelles venues qui remplaceraient l'aide par les projets. Et à ce moment-là, c'est juste à l'époque où Paul Collier est venu à la banque, il m'a dit « Mais tu sais, Jim, qu'est-ce qui s'est passé ?» Moi, je me rappelle, au Kenya, on a fait 5 fois le même... On a promis 5 fois le même prêt. Et à Madagascar, on l'a vu aussi. C'était à l'époque, on verse 30% au départ. Et après avoir rempli ce qu'ils appellent l'arbre de Noël, l'approche de l'arbre de Noël, c'est que pour s'assurer qu'on aurait quelques mesures qui seraient prises, si on respectait un certain pourcentage de mesures, il y aurait la seconde tranche qui serait déboursée. Donc évidemment, on en mettait 100. Il n'y en avait que 2 ou 3 qui étaient importantes, mais tout ce qui était important, c'était le nombre. Donc c'était un peu l'approche de l'époque. Et Paul Collier a dit, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils obtiennent la première tranche, on abandonne, puis on recommence un nouveau prêt. Donc c'était le problème de l'époque. Évidemment, après, il y a eu toute une période où on s'est intéressé à la gouvernance. Une minute. Oui. Peut-être faire avance rapide sur le financement. Alors, moi, j'ai rien d'innovant à dire là-dessus. Mais je terminerai avec une anecdote. C'est que Stéphane Dercon est venu en vacances à l'île Maurice juste au moment où il sortit son livre. Donc, Maurice a été un succès quand même. Et pour les 50 ans de l'indépendance de Maurice, j'ai appelé mon ami Chanta à la banque. Je lui ai dit, écoute, pour les 50 ans, pourquoi est-ce que la Banque mondiale ne financerait pas un petit recueil où on pourrait voir quelles étaient les raisons du miracle de Maurice? Et Chanta m'a dit tout de suite, oui, c'est une excellente idée. Mais tu sais, on n'est plus à l'époque de Chenry et McNamara à la banque, où Chenry disait à McNamara, quand il voulait son budget, j'ai besoin de tant de budget, parce que ce qu'on fait, c'est beaucoup plus important que les prêts, parce que ce sont les gens qui viennent et qui retournent dans leur pays dans des positions importantes. Et c'est ça la banque, le reste, c'est secondaire. Donc voilà, alors peut-être un dernier mot, c'est la relation entre ce que vous connaissez, le PCDI, et puis le PDIA. Alors le PDIA, c'est Problem Development Iterative Adaptation. C'est Lan Pritchett. J'aime beaucoup Lan Pritchett. Et l'idée de Lan Pritchett, c'est que si on veut réussir, ce qu'il faudrait, c'est avoir une sorte d'itération dans laquelle
on commence par le bas, on essaye d'itérer, on n'essaye pas d'aller prendre les meilleures politiques telles qu'elles sont pratiquées dans les pays riches. Donc je terminerai avec peut-être le dernier mot de qu'est-ce que le développement? Eh bien, Sen, il dit, c'est le processus de développer la liberté humaine. Et ça, that's development. Voilà. Merci. Merci, Jim. Oui, merci. Bon, je vais essayer d'être rapide. Beaucoup de choses ont été dites. Enfin, déjà, merci de m'inviter. Je suis très honorée de participer à ces 20 ans et j'espère être aux 40. Voilà. Et bravo à tout ce qui a été réalisé. Non, mais beaucoup de choses ont été dites et je pense que la question, c'est pas tellement peut-on innover, c'est on a vraiment un impératif de mobiliser. En effet, quand on regarde les chiffres, alors les montants, les besoins de financement sont absolument énormes et il y a des gaps de financement, ne serait-ce que pour l'Afrique, pour atteindre le financement climatique, c'est l'équivalent de 10% du PIB africain par an. Donc ça, au niveau du problème, on connaît. On est dans un contexte, par ailleurs, de contrainte de la dette. Ça a été rappelé par le président Lumoa, oui, Union africaine, pardon, qui rappelait ces contraintes d'endettement. Donc, on doit effectivement innover dans la mobilisation. Et je pense qu'un des principaux facteurs d'innovation, c'est dans le mode de réflexion. Ça se voit aujourd'hui. Et la FERDI a toujours été dans ce marqueur déjà de mettre les parties prenantes ensemble. Enfin, pendant très longtemps, dans cette communauté internationale, on a réfléchi du nord vers le sud. L'idée, c'est maintenant, on a des enjeux globaux. Donc, réfléchissons ensemble à des problèmes communs. C'était très vrai aussi lors du sommet 4P en juin dernier. Voilà. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on a vraiment ce devoir de mobiliser et aussi de manière différenciée. Et quand on prend de nombreux engagements, ça a été rappelé dans l'introduction par William Ross, il y a beaucoup d'innovations qui se passent, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites. Une des principales innovations, c'est qu'on s'y tienne. C'est vraiment qu'on mette en œuvre. Donc moi, je voulais juste revenir sur qu'est-ce que ça veut dire que mobiliser durablement. Donc, effectivement, il y a la mobilisation des volumes. Je pense que c'est extrêmement important et là il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises et le principal enjeu de mobilisation des volumes de développement traditionnel, mobilisation des volumes pour la finance climat avec une affectation à des enjeux globaux et vraiment un des principaux défis. Merci. Alors quand on est assis dans une table avec des immenses personnalités, je pense qu'il serait plus sage pour moi de lire le mot de présentation qu'on a préparé. C'est pas trop long? Non, c'est pas long. Et en plus, comme je suis en représentation, c'est peut-être plus intelligent de lire simplement, vite fait. Alors, Monsieur le Président du FERDI, Mesdames, Messieurs les participants, en vos rangs, grades, titres et qualités, permettez-moi avant tout d'exprimer l'honneur qui est le mien de pouvoir représenter Monsieur Balthazar Ngonga Edjor, président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale dans ces travaux qui marquent la commémoration des 20 ans d'existence du FERDI. Le président qui s'excuse de ne pas être les vôtres aujourd'hui à cause des contraintes d'agenda vous transmet ses vives félicitations pour les résultats obtenus ces 20 dernières années. Il me charge à ce titre d'exprimer toute la gratitude de la commission de la CEMAC à la FERDI, notamment à M. Patrick Guillemont, pour son accompagnement dans divers chantiers du domaine des politiques économiques, de l'éducation et de l'intégration régionale. Ces remerciements vont également à l'endroit du Trésor français qui, grâce à son appui financier à travers l'ABG, permet la mise en œuvre des chantiers sus-évoqués. La CEMAC reste confiante et motivée de poursuivre cette collaboration fructueuse entre nos deux institutions. Mesdames, Messieurs, après ces mots introductifs, permettez-moi de présenter de manière synthétisée l'économie de la réflexion faite sur le présent panel qui porte sur, je cite, « Mobiliser durablement, peut-on encore innover ?» Comme cela a été rappelé 20 ans après le rapport Landreau, qui proposait des solutions innovantes de financement des OMD et avec l'apparition de nouveaux défis liés au changement climatique, le potentiel des financements innovants est encore d'actualité. Mieux, ces financements peuvent encore combiner les objectifs de mobilisation des ressources et d'impact sur les comportements. Certaines approches pour les financements innovants proposés par le rapport Landreau de 2004 ont eu du mal à trouver un consensus, notamment
l'impôt sur les sociétés additionnelles acquitté au FMN. D'autres, par contre, nourrissent un potentiel pour les pays en développement, dont ceux de la CEMAC en particulier. Il s'agit en l'occurrence de la fiscalité environnementale et de la lutte contre l'évasion fiscale. Aujourd'hui, dans un contexte international marqué par un ensemble d'événements nouveaux affectant l'écosystème financier international, notamment le réchauffement climatique et l'accroissement des politiques monétaires restrictives, entre autres, les perspectives annoncées en 2004 restent d'actualité dans les pays en développement, car doivent chercher des voies et moyens les permettant de financer leur développement afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, dont le rendez-vous est fixé en 2030. Certes, concernant particulièrement la CEMAC, 5 des 6 pays membres, dont la RCA, le Cameroun, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale, font partie du bassin du Congo, qui est le deuxième grand massif forestier et fluvial de la planète et le plus grand puits carbone au monde, absorbant environ 1,5 milliard de tonnes de carbone par an. Vous conviendrez donc avec moi que ce potentiel de la sous-région se révèle être une source importante pour les financements innovants dans la CEMAC. Ceci est d'ailleurs soutenu par les différents efforts qu'emploie de plus en plus l'Union africaine dans le cadre du renforcement du marché carbone en Afrique. C'est dans ce sens que les États membres, la Commission de la CEMAC et les parties prenantes au développement de la sous-région orientent de plus en plus la réflexion sur l'exploration de ce potentiel à travers notamment la mise en place d'un marché carbone communautaire permettant de multiplier et diversifier les sources de financement des programmes de développement dans la zone. Une rencontre s'est d'ailleurs tenue les 23 et 24 janvier dernier à Yaoundé au Cameroun sur le renforcement de l'action climatique et le développement d'une alliance pour les marchés de carbone et la finance en Afrique centrale. Un autre potentiel levier de financement innovant dans la zone CEMAC est la lutte contre l'évasion fiscale. À ce titre, la Commission entend mettre en place un dispositif juridique, dont une directive communautaire portant sur les prix de transfert permettant de capter les ressources qui échappent à nos États dans les mouvements de fonds de certaines firmes multinationales qui exploitent les ressources naturelles dans la zone. L'harmonisation d'une réglementation des prix de transfert mise en place par les États il y a environ une vingtaine d'années reste d'actualité et permettra de maîtriser, contrôler et profiter des fonds obtenus sur la lutte contre l'évasion fiscale pour le développement des pays de la CEMAC. Pour conclure, il est important de souligner que malgré ces initiatives et mesures encourageantes et porteuses d'espoir en cours, qui démontrent que les financements innovants restent d'actualité pour le développement de nos pays, et en particulier ceux de la CEMAC, la problématique qui reste posée sur la table de réflexion porte sur l'efficacité des mesures innovatrices qui dépendra de la dotation factorielle des différentes régions des pays en développement et de la manière dont ceux-ci seront valorisés. Cela étant dit, je vous remercie. J'espère n'avoir pas été très long. Merci. Oui, vous pouvez finir. Oui, voilà. Non, mais désolé. Non, mais c'était juste pour dire que sur la mobilisation de la finance en général, l'enjeu, c'est vraiment comment, une fois qu'on a mobilisé pour le développement, on affecte les fonds aux pays les plus pauvres. Parce que même au sein des banques multilatérales, on sait que malgré tout, ça va quand même beaucoup encore aux pays émergents et non pas aux pays les plus pauvres. Donc ça, il va vraiment falloir mobiliser en cette direction. Une des grosses sources de mobilisation du volume, c'est autour de la finance climat et de la finance biodiversité. Il y a tout un pan des instruments qui se développent autour des marchés carbone, des certificats biodiversité. Un des gros enjeux, ça sera la qualité, ça sera l'intégrité de ces marchés. Ça peut être vraiment une fausse bonne idée de vouloir mobiliser autour de ces sujets. Ça peut être une boîte de Pandore, donc un gros enjeu, une grosse innovation. Ça sera aussi le développement de standards autour de la nature et de normes. Voilà. Et puis surtout, quand on dit mobiliser, c'est comment on mobilise au dehors et en plus de l'aide au développement, comment on fait un outreach sur le secteur privé, sur tous les autres acteurs. Et donc là, il y a une question aussi de comment on appréhende et comment on mesure en fait tous ces nouveaux flux mobilisés. Et la métrique aide publique au développement n'est peut-être plus la bonne. Donc quid de l'investissement solidaire ou soutenable pour le développement dans sa définition et aussi dans ses cibles, parce qu'une fois qu'on veut mobiliser, comment on mesure tous ces effets. Donc ça, c'est au niveau des volumes. Mobiliser durablement, ça peut être aussi la redirection des flux, comment on affecte et on qualifie ces flux, notamment des banques publiques de développement sur les ODD, sur la finance durable. Donc là encore, la question des standards. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour mobiliser, c'est aussi créer de l'espace fiscal. Donc ça a été dit, c'est la mobilisation des ressources fiscales internes, c'est lutter contre l'évasion fiscale, certes. C'est aussi venir au niveau de la communauté internationale avec des innovations instrumentales lors de chocs, que ce soit des chocs
risques climatiques ou des désastres naturels. Donc là, il y a beaucoup de choses et c'est extrêmement effervescent en ce moment autour des clauses de suspension de la dette, de prêts contingents, création d'actifs divers autour de ces chocs. Le sujet, c'est l'ambition, et le sujet, c'est vraiment de ne pas faire des effets d'annonce et d'avoir vraiment un impact macroéconomique lorsque on dit qu'on va faire une suspension de dette ou qu'on va faire un prêt contracyclique. Voilà. Donc l'enjeu ici, c'est vraiment, mais ça a été dit à plusieurs reprises, la coordination des bailleurs de fonds. Et enfin, mobiliser durablement, la notion de durabilité, ça peut être autour de la notion de développement durable au sens climat, biodiversité, mais aussi d'un développement endogène. Donc peut-être qu'il faut se poser la question de comment mieux mobiliser de la finance, peut-être dans des moindres montants, mais pour développer les chaînes de valeur, pour développer la production des pays en développement, en dehors d'un effet de mobilisation de ressources externes, mais comment finalement on arrive à créer une impulsion sur des sentiers de développement beaucoup plus durables d'un point de vue soutenable à long terme, avec du contenu local, avec un tissu productif qui se développe, qui s'insère ou pas dans des chaînes de valeur, qui capte la demande locale. Donc il y a beaucoup d'enjeux d'innovation. Le gros sujet, c'est la coordination, effectivement, dans un monde fragmenté. Et donc là, c'est là où on peut se demander le rôle des différents acteurs. On l'a dit, les acteurs publics traditionnels, les dialogues de gouvernement à gouvernement sont sans doute essentiels, mais pas que. On a vu par le passé que finalement, il y avait une sorte de polycentrisme de la gouvernance autour de la durabilité et de la mobilisation. Donc il faut certainement impliquer d'autres acteurs que les acteurs publics. Le secteur privé sera extrêmement important, et la société civile et les chercheurs. Et moi, je crois beaucoup dans tous les travaux que nous menons avec la FERDI, avec d'autres think tanks, sur comment finalement, en parallèle de ces agendas très politiques au niveau international, de par nos travaux, de par le fait d'avoir aussi un dialogue et de sortir simplement des publications, avoir dans un processus d'innovation des modes de faire, un accompagnement et une préparation au changement aussi des comportements, parce que ça, c'est primordial. Voilà, merci. Je crois qu'il y a un consensus là qui émerge, mais je crois qu'avec l'audience, avant de donner la parole à Michel, j'aimerais bien que l'audience nous force à être beaucoup plus concret peut-être dans ces propositions pour faire consensus dans ce monde qui se fragmente, comme Patrick le disait tout à l'heure. Michel. Merci. Je crois que je vais faire comme Hélène. Hélène a été très, très brillante. Ça lui permet de faire deux interventions. Une première intervention où elle donne l'impression d'avoir perdu le fil de ses idées, et faire une deuxième intervention. Mais en tout cas, moi, je voudrais commencer par dire que c'est vraiment une opportunité pour moi de dire un grand merci à Patrick et à Christiane pour tout le travail qu'ils ont pu faire. Moi, je me rappelle encore, il y a 53 ans, 54 ans, quand c'est bien d'avoir été ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, ancien directeur général de l'ONU-SIDA, ancien ministre, mais ancien étudiant de Patrick et de Christiane. Il n'y a pas d'égal. Je pense que je tiens à te remercier. Les années sont passées, mais ça prouve que quelque part, vous avez formé, et ces étudiants ont eu un parcours, et des parcours peut-être qui ont été utiles pour servir en tout cas notre continent. Moi, je voudrais peut-être changer complètement de paradigme, parce que j'ai l'impression que la discussion qu'on a eue, ou bien je répète ce que tout le monde a eu à dire, ou bien je me dis, tiens, mais qu'est-ce que tu observes dans ta position actuelle en tant qu'envoyé spécial de l'Union africaine pour la création de l'Agence africaine du médicament? J'observe plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on est quand même, pour mobiliser de façon durable, il faut tenir compte du contexte. On est dans un contexte complètement fragmenté, dans un monde complètement en pleine implosion. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Je ne pense pas que depuis la Seconde Guerre mondiale, on a été en face d'une crise humanitaire aussi criante. Et si je me limite seulement qu'à mon continent,
Patrick a parlé du Sahel, mais je peux aller plus loin. Vous prenez le nord du Nigeria, vous continuez, vous allez sur le Soudan, vous continuez, vous allez sur la Somalie, vous allez sur l'est du Congo, vous allez sur l'Éthiopie. Je peux continuer ainsi. La Libye, ainsi. Donc, quand vous êtes dans une situation aussi éclatée, avec des systèmes donc je regrette, voilà, non, dans des situations aussi éclatées telles que nous nous trouvons aujourd'hui, et où on sait que ce n'est pas seulement des crises financières ou budgétaires. Ce n'est pas seulement des crises de mobilisation de ressources. Nous sommes en face d'une crise profonde de confiance. De confiance entre les citoyens et leurs dirigeants, de confiance entre les populations et les leaders qui se trouvent en place. Donc, ces crises érodent complètement, si vous voulez, l'espace dans lequel les ressources sont mobilisées. Que ce soit au niveau mondial, moi je peux vous dire, on est en face d'une crise profonde du multilatéralisme. Moi je dirais même que ce n'est plus du multilatéralisme, on est aujourd'hui en train de bâtir ce que moi je qualifierais de minilatéralisme, avec des groupes qui se mettent ensemble pour repenser le monde différemment. Vous ne pouvez plus mobiliser les ressources comme vous le pensez, que ce soit des ressources qui peuvent être innovantes ou des ressources pérennes. Ces ressources ne sont pas là. Et lorsqu'elles sont là pour de l'humanitaire. Donc, elles ne sont pas là, Patrick, pour répondre à la question de fond qui nous interpelle, qui est comment faire en sorte que ces ressources soient innovantes ou pas, qu'elles puissent répondre à la vulnérabilité de nos systèmes. Et aujourd'hui, nos systèmes sont encore de plus en plus vulnérables et les ressources qui doivent venir, j'ai entendu Williams qui adore, comme la plupart des Français, l'architecture financière. Mais c'est vrai, il a raison de mentionner cette architecture financière. Lorsque ces ressources sont là, elles doivent aller où? Elles doivent aller vers les communautés, vers les populations, pour faire en sorte qu'on puisse amener justement cette innovation sociétale, que les communautés puissent s'approprier et que ces ressources puissent les permettre justement de transformer leur quotidien. Cela ne se produit pas aujourd'hui parce que l'architecture financière qui a été conçue ne permet pas justement que ce ruissellement se fasse de façon rapide et que ça puisse atteindre. Quand vous êtes au niveau au sein de nos propres communautés, vous avez une difficulté énorme de mobilisation des ressources internes. Vous le savez, et ces difficultés énormes de mobilisation de ressources internes, elles sont liées à des raisons multiples. Et nous avons la plupart de nos économies qui sont essentiellement des économies à 80% informelles. Et il faut repenser complètement qu'est-ce que veut dire l'innovation dans ce contexte-là. Maintenant, pour me limiter à quelques petits points pour être concret, comme vous l'avez demandé, moi je dirais que ce qui m'interpelle, c'est que c'est le fait de me dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin réellement de recréer, et je pense que Hélène en a parlé ainsi que chacun d'entre vous, c'est de recréer des nouvelles formes de solidarité. Moi, je ne pense pas que le type de solidarité qui existe jusqu'à présent fonctionne. Quand je regarde réellement la nouvelle demande sociale dans nos pays, quand je regarde ce que, on a quand même 80% de notre population qui a moins de 35 ans, quand je regarde ce que ces jeunes demandent, ils ne veulent plus du tout être des acteurs passifs, des bénéficiaires passifs d'un type d'aide qui peut venir du Nord. Ils veulent un autre type de paradigme qui leur permet aujourd'hui de les placer comme des acteurs au changement, qui fait qu'aujourd'hui, on puisse redéfinir les relations différemment. Donc, le partenariat traditionnel qui a existé autour de l'aide publique au développement tel qu'il avait été conçu, je ne pense pas fonctionne ou fonctionnera
dans le futur. Et ça, je ne suis pas convaincu. Les jeunes veulent un autre type de partenariat. Donc, d'autres formes de solidarité me paraissent être vraiment indispensables si on veut réellement aller plus loin. Donc, j'ai vu ça avec la Covid. Qu'on le veut oui ou non. Quelqu'un en a parlé, je pense que ça doit être Patrick aussi, ou je pense Benet. Et on s'est rendu compte que la solidarité classique ne fonctionnait pas. On ne pouvait pas. On produit 1% des vaccins après 1% des vaccins que nous consommons en Afrique. Et pourtant, le poids de la maladie, c'est 25% du poids de la maladie mondiale. Nous consommons 25% des vaccins mondiaux. Pourtant, nous produisons 1%. Il y a quelque chose qui est là, qui doit être repensé, que ce soit des formes nouvelles. Et je pense que vous en avez parlé, que ce soit des taxes affectées pour le financement des biens publics mondiaux. Peut-être que le débat de ces biens publics mondiaux, on doit le placer, qu'on n'ait pas peur de le placer dans le nouveau type de recherche de financement. Je ne sais pas comment on va l'appliquer, comment. La taxation a toujours été très compliquée. Moi, je sais, on a essayé avec mon cher ami que je suis heureux de retrouver, sur les taxations pour avoir les ressources de taxation, airline taxation. Donc, voilà. Mais pour financer le sida, financer les programmes sociaux, mais ça pose énormément de problèmes au niveau. Mais l'évasion fiscale, vous en avez parlé. Mais moi, j'insisterai surtout aussi sur une gestion plus juste, moi je pense, des ressources naturelles africaines. Vous avez parlé d'évasion, mais moi j'ai dit les ressources naturelles africaines. Quand je prends un pays comme le nôtre ou d'autres, comme même la République démocratique du Congo, bon, sont classés comme des pays les plus pauvres du monde. Mais vous pouvez, s'il y a une meilleure gestion d'abord de ces ressources naturelles, mais s'il y a une meilleure valorisation de ces ressources naturelles, je suis convaincu qu'on peut mobiliser d'autres types de ressources. Donc, il y a la diaspora, vous en avez sûrement parlé, et je pense que ces transferts de fonds peuvent constituer peut-être le renforcement des banques locales, comme vous parliez. Peut-être repenser ça, je ne sais pas, mais il y a bien sûr tous les autres éléments que vous avez mentionnés, les obligations vertes, le financement. Ce sont des pistes, mais pour l'instant, le problème de fond, c'est ce nouveau paradigme que je vois naître, ce nouveau type de solidarité que les Africains recherchent, ce nouveau type de dialogue qui ne se situe plus dans l'idée de croire que c'est nécessairement mobiliser des fonds au nord et avoir des investissements qui se feront au sud. Je ne crois pas que c'est là le nouveau type de discours qui est en train de naître. Et je crois que le FERDI a toujours été avant-gardiste et vous pouvez jouer ce rôle encore pour repositionner le débat de tous ces intellectuels autour de ces nouvelles formes de mobilisation, qui n'ont rien à voir avec du populisme ou tout ça, mais je pense qu'il y a un désir profond de changer le paradigme dans la manière de pouvoir travailler ensemble dans le futur. Grand merci, Michel. On m'a demandé de clôturer dans 5 minutes, un peu plus de 5 minutes. Donc, je vais ouvrir cette conversation avec la salle. Avant ça, je dirais qu'effectivement, la trame qui émerge ici, c'est cette tension entre cette nécessité d'un consensus pour ces biens publics mondiaux auxquels il faut avec urgence contribuer. Et j'entends bien que ce n'est pas seulement le climat, c'est aussi la paix, la résolution des conflits, la question de la santé, donc sécurité, santé, climat. Donc ces enjeux-là, ce consensus dont on a besoin pour achever le financement de ces biens publics et qui sont des demandes de financement immenses, et en même temps un monde qui se fragmente. Donc ça, c'est vraiment la difficulté.
Et je crois que dans la réponse à ce défi unique, il y a cet élément de localisation qui est important, de faire, comme tu disais, Michel, comment dire, impliquer beaucoup plus les sociétés civiles et recréer cette boucle au niveau global, mais aussi au niveau local de redevabilité et de participation du financement. Donc tout ça, ça me rappelle aussi que dans la salle aussi, on a des grands innovateurs. Jean-Michel Severino, lui qui est dans différents panels, donc je ne vais pas lui demander de se réinviter dans ce panel, mais qui fait beaucoup sur cette innovation qui est finalement très locale, très importante. Donc je voudrais ouvrir à des réactions, à des provocations. Pierre Jacquet, peut-être pour commencer. Je sais pas s'il y a un... Merci, j'ai un micro. Oui, moi je voudrais vraiment appuyer ce qu'a dit Michel Sidibé, parce que il y a une espèce de paradoxe de parler de nouvelles ressources financières par taxation dans un monde où il y a des contraintes de financement dans tous les États et où le mot d'ordre, dans certains d'entre eux en tout cas, c'est de baisser les impôts. Et je crois que cette discussion au niveau international, dans le contexte actuel, n'ira nulle part. Et donc, la mobilisation, c'est plutôt, comme certains d'entre vous l'ont dit, dans l'utilisation des ressources financières qu'on va la trouver. Et ça va reposer la question de ce que c'est que le développement. Parce qu'on a besoin de trouver des méthodes d'utilisation qui soient plus efficaces pour atteindre des objectifs qu'il ne nous appartient pas de fixer. Et je voudrais aussi rappeler que le mode un peu top-down dans lequel les pays développés, forts de leur expérience, expliquent aux pays pauvres comment se développer, n'a plus aucun sens aujourd'hui. Surtout qu'on est en train de se poser la question, et il est temps, de la nature même de notre croissance. Donc on a besoin de trouver les moyens d'aider les pays eux-mêmes à se mobiliser et à mobiliser leurs ressources. Et je ne suis pas sûr que ce soit en discutant une nouvelle taxation qu'on va y arriver. Et il y a un aspect un peu magique d'ailleurs. Les ressources sont fongibles. Donc si les pays développés veulent aider les pays en développement, la volonté politique trouvera des moyens de le faire. C'est un peu facile de croire qu'en inventant l'instrument, on va générer une volonté collective d'accroître les financements. On voit bien dans tous les exemples historiques que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Donc je crois qu'il faut revenir à l'idée de mieux utiliser les ressources dont on dispose. Ça n'empêche pas de chercher à les accroître, bien entendu, mais on les accroîtra d'autant mieux qu'on est capable de bien les utiliser. Donc voilà, je voulais juste aller dans le sens de ce qu'a dit Michel Sidibé, parce que ça me semble essentiel pour la discussion. Merci Pierre. Je voudrais juste rebondir sur un point concernant la taxation internationale. Il y a quand même une histoire d'uniformisation du prix du carbone. Et les taxes dont on est en train de parler, elles sont là aussi pour réduire un gap qui existe et qui est majeur dans le prix du carbone qui est payé pour des transports internationaux et pour les transports nationaux. Donc ce n'est pas juste inventer une nouvelle taxe et augmenter les contributions, c'est aussi rééquilibrer des choses qui sont en déséquilibre actuellement. Merci Vianney. D'autres réactions de la salle, ici et là-bas. Merci beaucoup. Je voudrais rebondir sur le propos de Michel Sidibé. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de pistes au niveau international, mais il y a des pistes concernant les ressources propres de nos pays. Lorsque je pense au transfer pricing, au niveau des activités minières, je pense qu'il y a là quelque chose qu'on peut gratter. Parce que nos pays, il y a asymétrie entre nos pays qui produisent des matières premières et les grandes compagnies qui viennent les exploiter et qui bénéficient malheureusement d'avantages fiscaux et parfois même de failles fiscales qui leur permettent de spolier nos pays de leurs ressources. Donc je pense qu'il y a eu des discussions sur ces questions de transfer pricing. On en parle d'année en année. Je crois que Patrick lui-même m'en avait parlé une année pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Donc je pense qu'il y a déjà une piste. Les États-Unis ont parlé des 15% de taxation des grosses compagnies internationales
Et nous, nos pays, on nous demande d'accorder des exonérations fiscales à ces grosses compagnies. Et bon, donc là également, je pense qu'il y a quelque chose à piocher là-dedans. C'est des milliards et des milliards. Donc je pense que je ne dis pas que ce n'est pas bon de pouvoir chercher des financements innovants, mais ce serait intéressant également de penser aux choses qui pourraient appartenir en propre à nos pays. Merci. Ah, pardon. Merci beaucoup. Alors, je voudrais juste, après le ministre Kerfala et ce que le ministre Sidibé a dit, voilà, chacun pêche dans son marigot. Le marigot que je connais le mieux, c'est voilà, c'est l'Afrique, c'est nos pays où on a eu une expérience. Je dois dire que quelquefois, nous nous trompons de piste. Les solutions qu'on a essayées jusqu'à présent, je pense que la communication d'ouverture hier sur les différentes phases qu'ont traversé nos économies, c'est les échecs qui ont amené à aller plus loin. Et je crois qu'on ne regarde pas trop les échecs pour avancer. Il est établi la meilleure façon de mobiliser durablement des ressources avec un résultat, c'est au niveau local. Arrêtons cette histoire de qu'est-ce qu'on peut faire au niveau international. Oui, c'est important. Mais ce n'est pas ça qui va amener le changement. Ce n'est pas possible. Aucun pays dans ce monde-là ne s'est développé sans une mobilisation suffisante de ressources internes. La question de fond, c'est comment on mobilise durablement. Et je crois que le ministre Sidibé a abordé un point. C'est qu'est-ce qui motive les gens à comprendre qu'ils doivent donner? Comment on les associe? Comment ils participent? Comment on crée une nouvelle culture qui n'amène pas à attendre quelque chose? Et ça, il y a une responsabilité locale, mais il y a une responsabilité aussi des donateurs. Et heureusement, Jean-Michel va intervenir par la suite, c'est son dada. Si on regarde aujourd'hui, arrêtons de penser financement public tout le temps. Dans nos pays, le financement public est important pour créer l'environnement. Mais celui qui va créer la richesse, créer l'emploi, c'est le privé. Et comme les militaires disent, c'est le terrain qui dicte la manœuvre. Dans nos pays, le terrain, sur le plan du privé, c'est quoi le terrain? Ce sont ces informels dont a parlé Michel. Oui, ce sont ces petites et moyennes entreprises. C'est quel regard nous avons pour les accompagner, pour que ce soit des instruments, non seulement qui contribuent durablement à la mobilisation, mais qui contribuent durablement à la création d'emplois et nous arrivons à endogénéiser le développement. Michel a dit quelque chose et nous aurons l'occasion de revenir le soir là-dessus sur les panels. Ne nous trompons pas, il y a une nouvelle pensée, une nouvelle détermination. Dans nos pays qui est en cours, celui qui est aveugle, qui ne voit pas cette machine-là avancer, il sera écrasé. Donc, mettons l'accent dans l'innovation, dans la mobilisation durable, sur la capacité interne qu'ils deviennent des acteurs et non qu'ils deviennent des assistés. Donc, voilà un peu, peut-être une petite contribution au panel de Jean-Michel. Je crois que nous reviendrons sur ces questions-là. Merci. On va essayer de conclure celui-ci avant de passer au panel de Jean-Michel. Monsieur. Merci beaucoup, cher monsieur. Je suis aussi un enfant de cette maison comme la plupart des Africains. Je voulais partager aussi ma petite expérience pour avoir été directeur à la francophonie et récemment à la Banque africaine de développement pour dire que dans cette même salle, on a parlé de l'aide publique au développement.
il y a de cela plusieurs années quand j'étais étudiant ici. Et c'est Patrick Guillaumont qui nous a fait venir François Michelin, qui est venu nous faire une conférence ici pour parler de l'aide publique au développement. Il est venu avec une gomme et il nous a dit, personne ne sait jamais, aucun pays ne peut se développer avec l'aide publique au développement. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je vous donne l'exemple de ce que fait Michelin au Nigeria, fabriquer les pneus sur place. Et on sait bien qu'en fait, il y avait Peugeot qui avait une usine à Kaduna. Donc, il faut faire la richesse. Il faut créer la richesse dans les pays. Et c'est ça qui va développer, bien évidemment, les pays africains. Pour revenir à notre sujet, c'est dire aussi qu'à la Banque africaine du développement, il y a ce qu'on appelle le caractère africain. C'est-à-dire, en fait, c'est trois choses. Sur l'actionnariat, il y a les 60% qui revient aux 54 pays et il y a les 40% qui revient aux pays non régionaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on a beaucoup de difficultés à mobiliser les ressources. Que ce soit une augmentation de capital, comme vous l'avez si bien dit, que ce soit la réforme, n'est-ce pas, du FAD, qui est l'équivalent de l'IDEA pour les gens qui connaissent bien la Banque mondiale. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pensé autrement. On a créé ce qu'on appelle le Forum africain des investissements. Et il y a eu, bien évidemment, c'est depuis 2018, des sessions qui se tenaient en Afrique du Sud. Et dernièrement, en 2023, à Marrakech, on a mobilisé à peu près 34,82 milliards de dollars. Qu'est-ce que la banque fait? L'intermédiation. On met, les États sont là, et puis les gens qui ont de l'argent sont là. Et ça marche. Donc, c'est le mot innovant qui pose problème. Parce qu'on se dit toujours, qu'est-ce qu'il faut faire de plus devant toutes ces difficultés? Mais il y a aussi, n'est-ce pas, des choses qu'on peut faire. Donc, le cas de la banque est un cas qui marche bien avec le Forum africain des investissements. C'est comme ça que les pays comme le Cameroun, on a pu financer, n'est-ce pas, le barrage de Nachtigal sous forme de PPT. Je me rappelle aussi qu'il y a eu un chemin de fer qui a été financé en Namibie avec les chemins de fer allemands. Donc, il y a aussi d'autres types de possibilités qui permettent, bien évidemment, de mobiliser les ressources. Merci. Je vous remercie. Je crois qu'on a beaucoup parlé, William Ross, on a parlé tout à l'heure des réformes des institutions de Bretton Woods. Effectivement, la réforme des banques de développement régionales aussi est un sujet, je pense, qui va nous occuper. Et vous l'avez bien dit, cette idée de plus de volume, et Hélène, tu l'as dit tout à l'heure, plus de volume, mais pourquoi faire, avec quelle efficience? C'est vraiment au cœur des débats qu'on va avoir. Et je suis content que cette discussion se place aussi au niveau des banques régionales. Donc pour conclure, parce que le temps nous presse, je vais demander aux panélistes d'un mot très court, de réagir, de conclure sur ce qui a été dit dans les différentes interventions, mais aussi pour essayer d'illuminer le reste de la journée qui est devant nous. Michel, on va repartir dans l'ordre inverse. Donc à toi, okay. Michel. Moi, je vais tout simplement conclure par une métaphore ou une image, et laquelle image vient du... En une minute. Oui, en une minute. Laquelle image, la métaphore est très courte. Je ne vais pas prendre deux fois la parole. La métaphore, elle vient du Burkina Faso. Ils ont l'habitude de dire que lorsque vous dormez confortablement dans le lit d'autrui, lorsque le propriétaire du lit revient à la maison et demande son lit, vous passez par terre. Donc, je voulais tout simplement donner cette image-là pour dire que c'est bien peut-être d'avoir le lit d'autrui par moment pour passer la nuit, mais il est beaucoup plus confortable d'avoir son propre lit. Merci Michel. Je crois que c'était... Oui, merci. Alors, je ne voudrais peut-être pas revenir sur les mots du grand frère, mais je pense pareil. Alors, je dirais simplement, effectivement, l'esprit des débats, des interventions prouve exactement qu'il est important de valoriser ce que nous avons déjà, les ressources propres. Comment les gérer
les valoriser et puis pour atteindre nos propres objectifs. Et comme l'a dit, on ne peut pas surtout d'abord compter sur l'autre, sur le tiers, avant de compter sur soi-même. Donc, il est important que nous, en tant qu'Africains, dans nos organisations et nos États, qu'on renforce un peu la gestion des ressources propres, de ce que nous avons déjà, et puis pour pouvoir compter sur ce qui vient ailleurs, notamment les financements innovants, et qui sont déjà l'apport, hein, c'est un complément d'appui. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vous remercie. Oui, merci. Moi, ça serait vraiment revenir au local, hein, ça a été dit, repartir des pays. Et finalement, la principale innovation, ça serait effectivement sociétale. Et comment, dans un monde fragmenté, on innove pour, malgré tout, coopérer autour des enjeux globaux. Merci, Hélène. Peut-être, J'aime d'un mot rien. Juste une chose, c'est j'ai pas eu le temps, mais j'aurais voulu, non pas insister, mais parler un petit peu de cette approche de Land Pritchett et autres, qui est certainement, il faut partir bottom-up plutôt que top-down, on l'a dit plusieurs fois, mais vraiment cette itération est certainement une bonne approche. C'est d'ailleurs ce que disait Michel également. Je crois, Vianney peut-être pour... Non, mais juste pour terminer, je crois qu'à travers les discussions, on voit bien que les enjeux d'innovation sont assez différents en ce qui concerne le financement du développement d'un côté et le financement des biens publics mondiaux de l'autre. Absolument. Je crois que tout est dit. Je vous remercie pour votre participation. Sauf le bid d'autrui, comme dirait Michel. Voilà, merci.